Merci beaucoup. Merci au CNGE de m'avoir invité. Merci particulièrement au docteur Dupouille de m'avoir sollicité pour intervenir. Donc moi, on m'a demandé de vous donner la perspective du spécialiste des addictions, de l'addictologue, par rapport à la prise en charge en spécialité de médecine générale. Et donc, ces nouvelles connaissances en addictologie, enjeux pour la pratique diagnostique et thérapeutique de demain. Alors, en sous-titre, comme vous le verrez, il n'est peut-être pas nécessaire d'attendre demain pour mettre en pratique des choses établies par ailleurs. Alors, au cours des 30-40 dernières années, il y a eu une accumulation de connaissances dans le champ des addictions qui a amené à réorganiser notre façon de comprendre les choses. On est parti de la classification internationale des maladies, 10e édition en 1992, et aujourd'hui, on est avec le DSM-5 2013 et la 11e édition de la classification internationale des maladies de l'OMS, qui doit sortir peut-être avant la fin de l'année ou en 2019. Alors, durant cette période, au niveau international, où il y a eu des changements importants et une accumulation de connaissances, dans le contexte français, parfois on l'oublie, et c'est important de le rappeler, on a eu une véritable révolution tranquille, puisqu'on a totalement réorganisé le dispositif de soins des addictions qui, jusqu'à 2002, était organisé sur la base de concepts toxicologiques, et comme vous le savez, avec les filières centré sur les propriétés toxiques d'un certain nombre de substances et de comportements. La loi de 2002, elle a posé les bases de ce qu'on appelle l'addictologie aujourd'hui, en introduisant un intérêt pour un élément transversal commun à tous les patients qui se trouvaient dans ces filières bien distinctes. Et il est très important de bien comprendre que ce concept d'addiction, il n'est pas compatible avec l'ancien dispositif, même si, aujourd'hui encore, on en voit des traces archéologiques. Qu'est-ce qui était déjà écrit par l'OMS dans la classification internationale des maladies en 1992 ? D'abord que l'addiction n'est pas juste l'usage d'une substance ou la pratique d'un comportement, que la rechute est un phénomène involontaire et que le sevrage, ça c'était en filigrane, n'est pas le traitement de l'addiction. L'autre élément très important, et c'est un peu ce que le docteur Dupouille a dit en introduction, mais je le reprends dans la perspective de demain. L'autre élément très important par rapport à la rechute, c'est que ce n'est pas l'expression de la motivation du patient, comme on l'a cru à une époque, et où souvent les professionnels ont pris personnellement, à titre personnel, le fait qu'un patient rechuté. Ce n'est que l'expression de la maladie dont ils sont victimes, que la rechute ne s'évalue pas sur le simple retour à l'usage, sinon on serait incapable de distinguer un patient guéri, même si c'est rare, d'un patient toujours malade, donc ça poserait un problème. Et la rechute, elle est caractérisée par la reprise d'un usage qui pose les mêmes problèmes qui ont précédé ce qui a permis à la rechute de s'exprimer, c'est-à-dire une tentative d'arrêt qui n'a pas marché, c'est-à-dire l'expression de la perte de contrôle. Le sevrage n'est pas important. Pourquoi ? Eh bien, même s'il a fallu longtemps pour s'en apercevoir, le sevrage n'est tout simplement pas important car il ne modifie pas la probabilité de rechute, il n'empêche pas la rechute. Donc, qu'est-ce qui caractérise l'addiction ? Eh bien, le phénomène de perte de contrôle, dont l'expression objective est le phénomène de la rechute, et, élément nouveau aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, le phénomène du craving. Ces éléments nous ont permis de réorganiser, de donner plus de sens à l'ensemble des manifestations qu'une personne avec une addiction peut avoir. Il y a ce qui est central, le phénomène de perte de contrôle, la rechute et le craving. Il y a des facteurs causaux préexistants, des facteurs de risque. On connaît très peu de choses sur les causes de l'addiction. Par contre, on a beaucoup de connaissances sur les facteurs de risque et les facteurs préexistants. Et puis, évidemment, sauf que ces facteurs de risque et ces facteurs préexistants, ils persistent quand l'addiction est là, puisque ce n'est peut-être pas des causes. Et puis, la perte de contrôle, elle a des conséquences dans d'autres domaines,
notamment un excès d'usage qui, lui, a pour conséquence un excès de conséquences d'effets toxiques des différentes substances et des différents comportements. Il est très important, quand un patient vient nous voir, de pouvoir faire la part de ces différentes manifestations, parce que ça va permettre de hiérarchiser et cibler la prise en charge. Alors, un élément qu'il faut garder en tête, un petit pas de côté, ici on est dans une session centrée sur l'addiction à l'alcool et l'addictologie. Donc, une des manifestations symptomatiques, c'est un usage problématique, mais il faut garder à l'esprit que les causalités d'usage problématique sont nombreux et ne sont pas exclusivement l'expression de l'addiction. Si quand il y a un usage problématique, tous, médecins généralistes et autres spécialités médicales, on repère et on prend en charge de façon immédiate les conséquences, au bout d'un moment, quand le phénomène se répète, on cherche des éléments préexistants, des éléments causaux sur lesquels on peut agir. Et là, il faut garder en tête qu'il y a 4 grands facteurs qui contribuent à un usage problématique. D'abord, le contexte. Et le contexte est toujours présent puisque dans notre organisation actuelle, et probablement toujours dans notre organisation future, on ne trouve pas d'individus hors contexte. Il y a aussi, c'est quelque chose qui a été négligé, les pathologies avec douleur. En effet, beaucoup de choses qui peuvent donner lieu à addiction ont des effets apaisants sur la douleur somatique, sur les phénomènes de douleur. On pense tous aux opiacés, mais il y a aussi l'alcool, il y a aussi le tabac, il y a aussi la pratique du jeu. Donc, tous ces comportements, par des mécanismes différents, ont un impact sur la douleur. Et donc, quelqu'un qui est victime de manifestations douloureuses, notamment chroniques, est susceptible de les utiliser dans une démarche autothérapeutique. Autre élément contributif, c'est les troubles psychiatriques qui produisent des manifestations et des symptômes qui peuvent être apaisés par les différentes choses qui peuvent donner lieu à l'addiction. Et puis, quatrième possibilité, c'est une addiction proprement dite, c'est-à-dire une situation dans laquelle il y a perte de contrôle de l'usage d'une catégorie d'objets particuliers qui sont les objets renforçants, source d'agrément. Que ces objets s'incorporent, comme les substances, ou que ces objets se pratiquent. Alors, retour vers le patient. Il y a eu pendant les manifestations de craving la plainte que les patients ont d'avoir des envies qui leur posent problème, qui les dépassent, c'est connu des anciens parmi vous, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et ce qui faisait débat, c'était de savoir si c'était la poule ou l'œuf. Certains disaient, certains avaient remarqué, une fois que les gens sont abstinents, ils ne se plaignent plus de craving. Et donc, arrêtez et vous n'aurez plus de problème. Et puis d'autres disaient, non, on se trompe, le craving, c'est ce qui fait que les gens consomment. Donc, occupons-nous du craving en tant que tel, et en conséquence, les gens vont devenir abstinents ou perdre la perte de contrôle et retrouver un usage normal. Aujourd'hui, en 2018, et dans quelques mois, quelques semaines en 2019, ce problème est résolu. Et on sait que le craving prédit l'usage et la rechute. Ça, c'est une découverte absolument fondamentale qui révolutionne la pratique dans le champ des addictions. On a pu le monter dans 2 dimensions. Une temporalité infradienne, c'est-à-dire au cours du temps, le fait qu'un individu rapporte du craving indique qu'il a une vulnérabilité à la rechute dans les mois qui viennent. Et ça, c'est des travaux qui ont une quinzaine d'années, les tout premiers, et qui ont été confirmés par plusieurs équipes et pour les différentes addictions. Mais ce qui est plus nouveau, et ça c'est des travaux depuis 7-8 ans, c'est qu'il y a une temporalité circadienne, c'est-à-dire que le craving a, et je vais revenir dans quelques minutes, varie au cours d'une même journée, varie d'une demi-journée à l'autre, varie d'heure en heure, et cette variation, elle prédit, elle est corrélée à l'usage ultérieur dans les heures qui suivent. Et tout de suite, les plus impulsifs, les plus rapides parmi vous, anticipent ce que l'on va pouvoir faire pour la prise en charge de l'addiction et anticipent aussi l'autonomie que le patient va pouvoir acquérir pour la prise en charge de ce phénomène pathologique.
Alors, cet élément, on a pu le modéliser avec le fait qu'il y a une relation dose-réponse entre craving et usage. Avec, quand le craving augmente, ça prédit la probabilité d'usage dans les heures qui suivent, mais aussi, quand le craving diminue, ça prédit une réduction de la probabilité d'usage dans les heures qui suivent. Donc, ça indique non pas que le craving prédit l'usage, mais qu'en plus, sa réduction modifie l'évolution de la maladie. Et donc, en fait une cible thérapeutique légitime. Et si on simplifie, et pour la pratique clinique, c'est important d'avoir des modèles simples que l'on peut conglomérer pour un patient et rendre compte de sa complexité sans se perdre dans des choses où on ne sait plus qui fait quoi, on peut avoir un modèle ultra simplifié de l'addiction avec un signe objectif, les manifestations de rechute, et un symptôme marqueur diagnostique et pronostic, le phénomène du craving. Alors, quelques éléments sur ce fameux craving. Quel est le craving? Parce que quand j'emploie le mot craving, j'emploie bien un terme technique médical français. Ne confondez pas le terme technique médical utilisé en français en addictologie pour désigner le phénomène dont je vais parler, qui est le mot craving, avec le mot utilisé par les Anglais pour désigner des phénomènes de la vie quotidienne et qu'ils appellent craving, et qu'on pourrait traduire par des envies. Donc le craving, c'est une envie intense, irrépressible de consommer, mais pas uniquement, pas toujours intense, pas toujours irrépressible, mais surtout perçue par l'individu comme étrangère à lui. Tout de suite, là aussi, les plus rapides parmi vous anticipent et peut-être comprennent le comportement d'un certain nombre de patients, que beaucoup de personnes qui font cette expérience, c'est une chose de faire une expérience subjective, individuelle, et c'est une autre chose de pouvoir la communiquer à un tiers. Donc beaucoup de nos patients ont besoin de mots pour le dire, ont besoin d'outils, d'éléments pour pouvoir nous rapporter ce phénomène. Alors le craving est subtil parce qu'il peut ressembler à beaucoup de choses qu'il n'est pas, et on peut ne pas le voir quand il est là devant nous. Alors ce n'est pas le syndrome de sevrage, ce n'est pas l'intoxication, ce n'est pas la dépression, ce n'est pas l'anxiété, ce n'est pas une activité délirante, ce n'est pas un problème de motivation. Le craving, ce qui lui est particulier, c'est que c'est une expérience subjective, mais ça, c'est la base de la pratique médicale que de faire avec les expériences subjectives des gens que nous rencontrons, et c'est le moteur généralement de ce qui les amène. Ça s'exprime comme ce qui ressemblerait à un désir ou un besoin, c'est focalisé. On n'a pas un craving en général, mais on a un craving spécifique pour l'alcool ou le tabac, ou un pour l'alcool et un pour le tabac, qui évoluent de façon différente. Il peut être irrésistible, mais il est surtout fluctuant et versatile, ce qui est très difficile au début pour le patient de le repérer, puisqu'il est source de souffrance, mais il disparaît, et donc en même temps qu'il disparaît, je l'oublie, et je continue à aller de l'avant. Mais il va revenir, il a cet aspect égodystonique, donc il est perçu comme étranger par les personnes. Il peut s'exprimer par des manifestations physiques ou émotionnelles. Alors, c'est vrai que le craving peut être complexe et difficile à décrire qualitativement, et ça a été un obstacle pour les recherches formelles sur le craving. Mais de la même façon que la douleur et ses caractéristiques qualitatives est complexe à décrire et très variable d'un patient à l'autre, on peut, d'une façon simple, en mesurer la variation d'intensité une fois qu'un patient a bien caractérisé ce phénomène du craving. Et ça, c'est quelque chose que nous faisons tous les jours quand on pilote, quand on monitore la douleur, par exemple. Donc on peut mesurer le craving sur une simple échelle de 0 à 10 avec le patient, et ensuite le patient peut le faire sans nous. Du coup, tout ça, pour résumer, ça a révolutionné la prise en charge thérapeutique qui devient participative, clarifiée et assez simple. D'abord, pas de préalable pour l'accès aux soins autre que lever le doute diagnostique. Aujourd'hui, on ne perd pas son temps à discuter de savoir si le patient souhaite être abstinent ou réduire son usage, ou quelle est sa motivation. Il est là, on a la confirmation du diagnostic, on y va. C'est des choses qu'on pourra évaluer secondairement si ça ne marche pas comme prévu. L'autre élément, on a un objectif clarifié, agir sur le phénomène de la rechute, donc on s'attend à ce que le patient rechute. Par contre, on s'attend à ce que la prise en charge fait que l'intervalle entre deux rechutes augmente et où l'intensité, la durée de chaque rechute diminue. Les deux, enfin l'un ou l'autre, étant un élément de succès thérapeutique.
Une cible explicite, pour atteindre cet objectif, on sait la cible sur laquelle on doit agir, le phénomène du craving, et pour ça, il faut qu'on partage avec le patient des mots et qu'on ait un canal de communication pour y accéder. Et du coup, abstinence ou réduction de l'usage deviennent des conséquences de la prise en charge, c'est que nous remet, nous, en tant que professionnels, à notre place et notre responsabilité, et permet de déstigmatiser, de protéger le patient et le remettre, lui, à sa place. Dans la seconde qui me reste, du coup, vous anticipez la conséquence. L'objectif général du traitement d'une personne avec une addiction, c'est éviter la survenue d'un phénomène dont vous savez qu'il va survenir, mais vous ne savez pas quand. Et là, il y en a qui se disent, tiens, mais ça ressemble à la maladie asthmatique. Dans la maladie asthmatique, je cherche à éviter que surviennent des crises d'asthme, donc je sais que la personne, parce qu'elle a une maladie asthmatique, va faire des crises d'asthme, mais je fais une intervention qui réduit la probabilité que les crises d'asthme viennent. L'implication de ça, c'est que je sais à l'avance que les thérapeutiques que je vais mettre en place, je ne sais pas les arrêter. Mais ce n'est pas spécifique aux addictions, c'est notre pratique quotidienne pour la majorité des maladies dont, quand il y a maladie, les personnes que nous rencontrons sont affectées. Donc finalement, l'addiction est une maladie chronique comme une autre, mais beaucoup plus fréquente, dont le médecin généraliste est naturellement l'expert pour le repérage précoce, puisque c'est lui qui voit beaucoup de la population, et pour la réponse thérapeutique sans délai. Dès que j'ai pu repérer, j'attends pas, je prends en charge. Et à terme, évidemment, c'est le patient qui doit devenir le manager de sa maladie, c'est ça ce qui assure le pronostic à long terme. En conclusion, et pour résumer, la dictologie en 5 points, en 2019, rien à voir, ce n'est pas la toxicologie, rien à voir avec les substances, c'est une dérégulation du système de contrôle des sources de gratification. Et il n'y a pas que les substances. C'est fréquent, 20-25% de la population générale. C'est grave, il y a une surmortalité transversale, toute addiction, par suicide, plus la surmortalité secondaire toxicologique. Le repérage est finalement fiable et facile si on sait ce qu'on cherche. Et la prise en charge, les prises en charge que nous avons aujourd'hui sont efficaces si on les utilise là où elles peuvent être utiles. Je vous remercie.